Eh bien, bonsoir et merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Alors, vous n'êtes pas le million d'auditeurs qu'Anne avait l'habitude d'avoir sur France Inter, mais on s'y approche vaillamment, mois après mois. Donc, pour ma part, je suis Éric Donnem, fondateur de Secret Planet, comme vous le savez, un tour opérateur basé à Lyon qui propose des expéditions à haute altitude et polaire, des voyages aventure, des treks et des voyages nature. Bienvenue donc à cette webconférence pour une rencontre avec Anne Pastor, une femme de la radio, passionnée comme nous, comme vous, des peuples autochtones, dont elle a réalisé de nombreux magazines, documentaires sur France Inter et France Culture sur les 10-15 dernières années. Pour information, la prochaine conférence aura lieu à la rentrée, donc date à préciser. Vous recevrez l'invitation si vous êtes sur nos mailing lists. Et nous recevrons donc Laurent Boiveau, qui est un accompagnateur émérite et un très grand voyageur qui fait des photos absolument magnifiques et qui va nous parler de ses meilleurs voyages et meilleures aventures. Mais pour l'heure, nous allons rejoindre donc Anne, que nous sommes très heureux de retrouver. Bonsoir Anne, comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis vraiment ravie de participer à cette conférence. Pour l'instant, 86, mais 86 fois 200, 300 en qualité, ça vaut tous les millions d'auditeurs sur France Inter. Et je suis ravie aussi de partager ma passion des peuples autochtones. J'ai eu la chance et l'occasion de voyager avec vous et ça a vraiment été à chaque fois une expérience extraordinaire. Merci Anne, et toujours un grand plaisir effectivement de t'accompagner dans ces voyages radiophoniques qui ont été aussi une grande découverte pour nous et pour moi en particulier, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. L'enregistrement donc qui va suivre donc est l'enregistrement d'un entretien que nous avons réalisé la semaine dernière, qui a été particulièrement riche. Alors vous avez vu Anne. Dès qu'elle démarre, est inarrêtable. Et donc, il a fallu passer d'un entretien de 2 heures à quelques 30 minutes. Donc, il dure exactement 34 minutes, mais il est absolument passionnant. Voilà. Comme Anne est une femme de radio, eh ben, vous ne verrez pratiquement pas d'image. En fait, la connexion est particulièrement mauvaise et donc elle est assez pixelisée. J'exagère, on la reconnaît, mais c'est vrai que ne vous inquiétez pas, ne fracassez pas votre ordinateur ou votre tablette. C'est pas lui, c'est la faute à la technologie. Voilà, donc l'image d'Anne est un peu pixelisée, mais le son est très bon. Donc, alors, est-ce que je peux proposer une expérience, c'est-à-dire finalement de fermer les yeux? Voilà, on pourrait tout simplement suivre cette interview en fermant les yeux. Comme ça, vous n'aurez pas la qualité de cette image quelque peu médiocre. Oui, alors sauf que quand même, j'ai fait mon travail et donc j'ai monté sur l'entretien un certain nombre d'images. Et donc, pour que mon travail soit valorisé, il faudra ouvrir les yeux alors de temps en temps quand même. Hein, et si vous avez de la chance, vous tomberez sur quelques bonnes photos. Voilà, donc pendant cet entretien, vous pouvez poser donc à Anne toutes les questions que vous voulez. Bien sûr, je reprendrai à la fin, comme d'habitude. Pour ce faire, l'onglet questions est à votre disposition. Essayez d'utiliser celui-ci. Je sais que la plupart d'entre vous aiment utiliser l'onglet chat qui, lui, vous permet plutôt de chatter avec les autres utilisateurs, voilà, ou les autres internautes. Je vous rappelle également que le meilleur navigateur pour suivre nos webconférences est donc Chrome. La qualité est un peu meilleure. Voilà. Et si, quand on va lancer la vidéo dans quelques secondes maintenant, le son ne se met pas automatiquement en marche, vous devez cliquer sur votre écran pour le mettre en place. Voilà. À tout à l'heure et allons-y pour ce formidable entretien avec Anne. Cet été, ils ont la parole sur France Inter. Aujourd'hui, direction le Cameroun et le Tchad. Voyage en terre indigène. Soyez la bienvenue. Ça va? Une histoire oubliée. Qu'est-ce qui se passe? Une série d'Anne Pastor. Depuis des millénaires, ces peuples vivent en harmonie avec la nature. Alors, c'est amusant parce que finalement, cette passion du voyage,
Elle naît quasiment à la naissance. J'ai le malheur ou le bonheur d'avoir une mère qui est agrégée de lettres classiques et évidemment au moins 2-3 fois par an. Alors bon, ça se résume quand même beaucoup à l'Italie et à la Grèce. On va visiter les ruines de l'Antiquité et elle me raconte donc des histoires et je suis baignée dans la lecture car nous n'avons pas la télévision. Donc j'ai découvert la télévision à l'âge de 20 ans. Et puis, c'était peut-être à une époque où on était un peu plus libre quand on était adolescent ou adolescente, à partir du moment où on allait plutôt bien dans sa tête. Et je me souviens très bien que mon premier voyage, c'était à l'âge de 15 ans avec une amie. On avait 15 ans, toutes les deux, et on est allé à Venise en train. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu ce virus du voyage et un autre voyage qui m'a beaucoup marqué. Je devais avoir 18 ou 19 ans avec un ami un peu fou qui est devenu écrivain. On est allé faire la route de la soie. Qui était donc fermée. On est en Chine et elle venait juste d'être ouverte en locomotive à vapeur. Et ça a été un voyage absolument incroyable pendant un mois et demi. Et puis il y avait toujours ce voyage, donc au moins une fois par an. Alors on était plutôt sac à dos, à dormir chez l'habitant. J'étais plutôt bonne élève à l'école, donc évidemment, influence maternelle, je me retrouve en classe préparatoire, en Hippocagne en Cagne, et puis vraiment comme dans les livres. C'est vrai qu'on écoutait la radio tous les jours, on n'avait pas la télé et qu'on était abonné à Libération. Et puis un ami me dit, tu veux pas m'aider à réviser mon concours, il m'ennuie un petit peu, etc. Et je me suis pris un peu au jeu et donc j'ai révisé le concours avec lui et j'ai présenté l'Institut pratique de journalisme. À cette époque, il fallait pas avoir de licence ou de master pour présenter le concours, juste avoir son bac plus, mais bac tout court. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait une extrême grande diversité dans notre promotion et c'était très riche et les débats étaient toujours très houleux. Et puis, quand je suis sortie de cette école, en fait, j'ai fait partie de la première génération de journalistes qui, après quelques mois de stage dans les services d'actualité, d'information, ont voulu aller plutôt vers le magazine pour justement être beaucoup plus à la rencontre de l'autre. Et donc, j'ai travaillé quelques années donc dans des rubriques magazines. Oh, c'était il y a longtemps. C'était Radio Monte Carlo, mais qui était à Monte Carlo et qui était une chaîne généraliste, un peu comme RTL. Et puis également aussi à la télévision, là où j'étais plus sur des magazines de société ou culturels, comme un magazine qui s'appelle Ramdam. Et puis, je continuais à titre personnel à voyager. Et un jour, ma grand-mère me dit, mais c'est étonnant quand même que tu n'aies jamais fait le lien entre tes voyages et ta vie professionnelle. Et donc, je l'ai écoutée. Et c'était aussi une époque où on pouvait se permettre, quand on avait un peu de culot, j'étais assez entêtée, de passer un coup de téléphone. Et j'ai appelé Claude Villers, puisque j'écoutais France Inter, j'écoutais aussi beaucoup Daniel Mermet, mais j'ai appelé Claude Villers. Et Claude m'a dit, venez, on va se rencontrer. Et il m'a dit, OK, banco. Donc, je savais faire des petits reportages radiophoniques, des petites chroniques, un petit peu de documentaires, mais d'ailleurs, c'était plus des documentaires sociétals. Et en fait, à ce moment-là, je fréquentais toute une bande d'aviateurs, enfin la plupart étaient d'ailleurs des professionnels, des pilotes professionnels, et qui faisaient le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc voilà, et j'ai commencé comme ça avec Claude. J'ai suivi le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Je me souviendrai très bien pour France Inter. C'était la première fois que France Inter mettait à disposition une valise satellite. Et me voilà à Tarfaya, sur les traces du Saint-Exupéry, en train de dire, mais voilà, j'ai rencontré le petit prince, il est là, c'est un monsieur de 50 ans dont Saint-Exupéry s'est inspiré. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler dans le voyage. C'est devenu une évidence.
Alors Claude Villers, sûrement beaucoup de votre public, de ton public, ne le connaît pas. C'est un très très grand homme de la radio qui a eu deux passions et qui a deux passions, hein, puisqu'il est toujours vivant, les voyages et l'humour. Et une année sur deux, il proposait une émission de voyage et une émission d'humour. Alors, peut-être certains connaissent le tribunal des flagrants délires, qui a quand même révélé au grand public des proches, Rufus et les autres. Et il a fait il a animé beaucoup de magazines de voyage. Et il avait cet esprit d'équipe qu'on peut retrouver d'ailleurs dans tes expéditions. C'est-à-dire que lui était le chef d'équipe, mais il envoyait ses reporters sur le terrain. Après, il ne voulait pas récupérer forcément la gloire. Après, le reporter était invité pour parler du voyage sur une semaine. Il y avait une émission, je vous écris du plus lointain de mes rêves, Marche ou rêve, où il avait quand même 1 heure par jour de 9h à 10h sur France Inter. Alors, c'était il y a 20 ans, mais quand même, le voyage avait toute sa place. Et donc, j'ai commencé à retravailler avec lui. C'était un vrai bonheur. Et puis, ça aussi, à 60 ans, il a dit, c'est bon. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Je vais écrire des livres. Et puis, surtout, je vais laisser la place aux jeunes. Au fur et à mesure, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les sociétés en transition, les sociétés en marche, donc beaucoup sur le Bhoutan, sur la Birmanie. Et je rencontre Philippe Descola en 2003. Et là, c'est une vraie rencontre. On parle de son peuple, les Shuars. Donc, je suis allée les voir. Donc, pas très longtemps, une petite semaine, pour réaliser justement un reportage. J'arrive, ils m'accueillent avec leurs plumes. Enfin bon, voilà, c'était un vrai beau rituel d'accueil. Et puis, ils m'installent dans la case communautaire. Je suis avec mon traducteur qui est un métis, métis indien-espagnol. On est donc en Équateur. Et là, j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Et je vois tout autour les gens qui passent, qui se cachent, qui observent, etc. Et c'était très, très intéressant parce que ça te force à faire un travail sur toi-même, à te débarrasser des codes. J'étais chez eux, j'étais sur leur territoire. Donc, au début, je disais à mon traducteur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intervient? Il me disait, non, tu n'interviens pas, tu attends. Ça a été une manière pour eux à la fois d'entrer en contact, de savoir un peu qui j'étais, mais moi aussi, quelque part, de me mettre, comme tu sais, l'espace-temps n'a rien à voir quand on est dans les communautés autochtones, donc de me mettre un peu dans leur esprit. Et puis, au bout quand même de 6-7 heures, parce que je pense que j'aurais passé la nuit, on est arrivé le matin et en fait, c'est quasiment au coucher du soleil, que j'ai dit à mon interprète, j'ai dit là maintenant on va y aller. On va y aller parce que je suis là pour 5 jours, ça fait 6-7 heures. Je pense quand même, je peux l'avouer que j'avais un tout petit peu peur de passer la nuit en pleine forêt, toute seule, avec mon interprète dans cette case communautaire, parce qu'on m'avait amené à boire de la tchutcha, la bière de manioc, que je fabriquerais avec les femmes quelques jours plus tard. On nous avait amené à manger quand même, on s'occupait de nous. Et donc, au bout de 6-7 heures, je me suis levée et j'ai dit, on va aller les voir, on va leur expliquer que malheureusement, on n'est pas là pour très longtemps et que on aimerait bien pouvoir entrer vraiment en contact avec eux. Mais cette leçon, enfin, tu vois, ce souvenir, là, m'habite encore. Parce que je pense que, et c'est la démarche que vous avez, c'est qu'avant tout, il faut se mettre à l'écoute de l'autre et au mode de vie de l'autre et j'allais dire dans son mode de pensée également. J'y pense bien sûr à chaque fois que je vais dans une communauté, mais en fait, j'y pense aussi très très régulièrement dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire cette capacité à être à l'écoute et à ne pas porter de jugement. Et alors, c'est paradoxal parce que je suis une femme de radio, mais aussi cette capacité à entrer en contact de manière non verbale. Et je crois de plus en plus à la communication non verbale. Et aujourd'hui, quand je vais visiter ces communautés,
La première des choses que je fais, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que je m'installe, il y a toujours une case d'accueil et communautaire, et j'attends qu'ils viennent à moi, et ce n'est pas moi qui vais à eux. Et après, très très souvent, je passe quelques heures. C'est l'avantage d'être une femme, mais quand on est un homme, on peut le faire d'une autre manière. Je vais avec les femmes éplucher le manioc, fabriquer la chicha artisanale. Je vous rappelle qu'il s'agit simplement de mastiquer du manioc qui a été cuit, et une fois qu'il est devenu liquide dans votre bouche, vous le recrachez, et ça peut durer la journée. Ensuite, on le laisse quelques semaines fermenter, et c'est donc la bière des Amérindiens qui est utilisée dans toutes les grandes cérémonies, et qui peut monter jusqu'à d'ailleurs 12 degrés d'alcool. Et vraiment, cette porte d'entrée est très très importante, et te permet en fait d'être avec eux et de vivre avec eux. Comme moi, je ne me déplace jamais sans mon magnétophone, c'est donc mon stylo, et que j'ai la chance de travailler avec des petites merveilles de la technologie. La radio te permet d'avoir une intimité, une convivialité que tu ne peux pas avoir avec l'image, parce que tout simplement, tu as la barrière de ta caméra. Aujourd'hui, alors voilà, moi j'ai un magnétophone qui est grand comme un téléphone portable, il est tout le temps dans ma main. Il est tout le temps dans ma main. Donc, à partir du moment où les gens sont d'accord pour que je les interviewe, et ça, évidemment, moi, je fais un énorme travail en amont avec les anthropologues. Et donc, quand j'arrive, ils sont au courant et ils sont d'accord. Je dis pas, bon, ben alors, attention, là, maintenant, on va enregistrer. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Non, c'est qu'à un moment donné, je l'allume. Évidemment, ils s'en rendent compte inconsciemment parce que je vais plus le poser, j'ai des petits écouteurs. Et là, en fait, c'est comme dans la vie. Et ça, tu ne peux absolument pas l'avoir avec une caméra. Et bah alors maintenant, effectivement, certains réalisateurs travaillent tout seuls. Bon, on pense bien sûr à Antoine de Maximi qui a tout son équipement sur lui, mais néanmoins, il a son équipement sur lui. Alors que le son, bah, c'est juste ça, quoi. Donc voilà pour la radio, et après avoir fait effectivement quelques années de la télévision, et c'était en plus à une époque dans le service public où tu avais l'opérateur, le preneur de son, l'éclairagiste, etc. Heureusement aujourd'hui, maintenant c'est beaucoup plus léger. C'était une évidence de travailler le son, et puis surtout le son, c'est et tu l'as découvert Eric, c'est que tu donnes à voir, tu suggères, c'est-à-dire je te fais écouter un son, tu verras une image, tu pourras me décrire une image, mais ce sera pas la même que la mienne, ni la même que celui d'à côté, et ça, je trouve ça absolument merveilleux. La passion du voyage, elle est ancrée en moi. Et puis donc avec Sandrine et Gwenaëlle, on part sur cette idée de voyage. Dès que je peux, à partir de cette rencontre avec les Shuars en 2003, dès que je peux, je consacre un grand reportage aux communautés autochtones ou natives. Et puis, j'essaye de convaincre ma direction, Laurence Bloch, qui était l'ancienne directrice des documentaires et des programmes de France Culture, mais qui est une femme de documentaire, de pouvoir présenter une grande série. L'été, série estivale. La première année, bon, oui, d'accord, oui, bon. La première année, c'était plutôt sous un angle très anthropologique et ethnologique. Et puis, la deuxième année, je me suis dit, parce que quand même, Laurence m'avait dit, c'est bien, le dimanche à 15h, ça fait voyager les gens. Et moi, je me disais, il y a quand même un décalage. On sentit que ces gens ont énormément de choses à nous apporter, hein, que ce soit dans le domaine de la politique, de l'économie, de la culture, vraiment une autre manière d'être et de penser le monde. Et je me suis dit, on ne peut pas rester juste sur le créneau anthropo, ethno, sinon, rapidement, je sens que ça va se terminer. Et donc, j'ai l'idée de lui proposer, de lui dire, écoutez Laurence, et si on imaginait une série où en fait notre fil conducteur serait qu'ont-ils à nous apporter?
Et là, en fait, ça a changé. Donc moi, je ne suis pas spécialiste. Je travaille beaucoup avec les anthropologues en amont. Par contre, je sais raconter des histoires. Donc voilà. Et puis ils m'aident, ils me donnent des conseils, des pistes. Et puis après, les reportages, moi, je donne essentiellement la parole aux gens qu'ont-ils à nous apporter, mais parfois il fallait un petit peu de, comment dire, une explication. Et donc à ce moment-là, j'ai imaginé, d'ailleurs Michel Pierre est intervenu plusieurs fois, j'ai imaginé qu'il y ait le regard, la mise en perspective, comme on dit dans notre jargon, d'anthropologue. Et donc voilà, et petit à petit, l'intérêt est devenu beaucoup plus grandissant parce que qu'ont-ils à nous apporter? C'est-à-dire, ça concernait tout le monde. Et je l'ai vu, intérêt grandissant sur France Inter, à un tel point que les dernières années, on était le vendredi à 17h, qui est le créneau de Charline Vanhoenacker, où on avait 1 million d'auditeurs. Donc là, je me suis dit, mais génial, le vendredi de 18h à 19h, les gens sont dans les embouteillages, ils partent en week-end, ils sont en train, c'est génial, puisque moi, je veux m'adresser à ces gens-là. En fait, l'idée, évidemment, alors c'est toujours la grande discussion avec David, on est, Rocher, mon réalisateur, on est extrêmement perfectionniste. Il va passer des jours en studio de mixage. On mixe 10, 15, 20 pistes. Et comme on me dit, bah oui, mais après c'est compressé. Mais moi, c'est pas mon problème que ce soit compressé. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de l'écouter chez soi, sur sa chaîne IFI, il aura ce son-là et c'est pour lui. Mais s'il a aussi envie d'écouter dans la voiture, je travaille aussi pour lui. Exemple, on était dans la forêt, on était avec les Penans à Bornéo, et ben c'était après notre voyage. Quel voyage? Chez les Mentawai, où on s'est retrouvés quand même enfermés dans une maison à 25, une maison en bois à 25 pour assister à un rituel très très important. Hein. Les Mentawai sont des hommes et des femmes qui se font beaux et qui sont très beaux, et donc il faut d'autant plus se faire beau pour que les esprits soient satisfaits, hein, parce que sinon il pourrait vous arriver malheur, sauf qu'on avait oublié de nous dire que, en fait, pendant 3 jours, on ne pouvait pas sortir de la maison. Alors voilà, j'attends la question, mais comment vous faisiez pour aller aux toilettes? Eh ben, en fait, ils avaient purifié un petit chemin qui nous amenait quand même à une source d'eau où on pouvait se laver, et voilà, faire notre petite toilette. Mais on était quand même à 20 dans cette maison en bois où dès qu'on marchait, on entendait parlant. Et c'était ça qui était intéressant. C'était tous les moments un peu interstitiels où quand ils avaient appelé les esprits, dans quel état ils se trouvaient après et qu'ils se retrouvaient dans la cuisine où finalement on avait l'impression que les esprits étaient sur eux encore et les femmes qui étaient là, les nettoyer. Enfin voilà. Moi, c'est tous ces moments-là qui m'intéressent ou quand j'étais à chasser avec les chasseurs-cueilleurs de la forêt de Bornéo. Parce que moi, je travaille toujours sur des thématiques. En l'occurrence, là, c'était pour la série Voyage en terre indigène sur France Inter, où j'ai dû réaliser un peu plus de 40 documentaires. Et donc là, c'était vraiment pour alerter. Le monde, c'est très prétentieux, mais en tout cas, pour faire entendre la voix de ces peuples qui étaient victimes des plantations de palmiers à huile, d'une déforestation massive, etc. Et il y a toujours des résistants, et donc j'étais allée voir les résistants. Et il y avait pour la première fois une réunion des chasseurs-cueilleurs nomades qui se retrouvaient dans la forêt. Parce que par définition, les derniers chasseurs-cueilleurs nomades, je vous parle de ça il y a 7-8 ans, parce que ça a malheureusement changé, à la fois dans le bon sens parce qu'ils sont encore plus résistants et dans le mauvais sens parce que malheureusement ils sont de moins en moins nomades, avaient pris conscience qu'il fallait qu'ils se rencontrent entre eux, alors qu'ils ne se rencontraient pas. Et donc, il y a eu cette grande rencontre dans la forêt, ce qui était quand même assez dingue. On voyait arriver, donc ça a duré 3 semaines, donc on dormait sur des rondins de bois, et on voyait arriver tous les jours une famille qui venait d'un endroit et puis d'autre, et puis au bout de 3 semaines, il y avait une trentaine de personnes avec les chefs de famille, et la conversation a pu commencer. Et là, évidemment, ils vivaient de manière extrêmement traditionnelle et en chassant. Et donc, moi, comme bonne reportrice, je dis, ouais, je vais vous accompagner à la chasse. Je pensais à mes auditeurs en me disant, oh, c'est incroyable, les chasseurs-cueilleurs, je vais aller les suivre à la Sarbacane, etc. Bon, déjà, pas du tout.
parce que ils courent comme ça, et donc c'est impossible de les suivre. En plus d'enregistrer en même temps, j'ai essayé de leur dire, vous savez, j'enregistre, donc je peux pas faire les deux. Et ils ont des pieds qui sont tellement larges qu'ils ne peuvent pas rentrer dans des chaussures, comme je n'ai jamais vu des pieds comme ça. Et voilà. Et par exemple, cette séquence est assez incroyable parce que comme moi, j'enregistre tout, il y a cette séquence où je les appelle, je leur dis attendez-moi, et eux ils me parlent, et à la fin ils me portent, et voilà. Et donc, et en fait, ça c'est une vraie séquence, c'est finalement la séquence la plus drôle et la séquence dans laquelle on peut tous se retrouver, et en même temps la séquence qui dit tous deux de leur mode de vie et de pourquoi il faut le préserver, mais qui dit aussi tous deux et de leur humour, parce que ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, la plupart des peuples natifs et autochtones sont très, très drôles, mais ils ont un humour très, très particulier, quoi. Le fait d'être une femme les déroute souvent, et on peut se permettre un certain nombre de questions. Combien de fois mes traducteurs m'ont dit, parce que je suis toujours avec un traducteur, en général métis de la communauté, on dit ah non, 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 je traduis pas ça, hein, tu peux pas dire, ah non, 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 tu peux pas poser cette question-là. Alors moi je dis, écoute, tu vas la reformuler en langage, puisqu'ils ont chacun une manière de parler, beaucoup par association d'idées, jamais frontale. Chez les communautés autochtones, on te dit jamais non. Donc, je dis, tu te débrouilles dans votre mode de pensée, mais je souhaiterais que tu poses cette question-là. Et parfois, mais ils m'ont toujours répondu. Et finalement, souvent, j'ai réussi, parce que on est quelques-uns à travailler avec les peuples autochtones et donc à se connaître. Je connais plus d'ailleurs des photographes que des reporters. Mais comment tu as réussi? Mais en fait, non. En fait, j'y suis allée comme ça, carrément, avec un grand sourire. Et puis, comme ce que je disais au début, je veux dire, la communication non verbale, la gestuelle, la manière d'être, le regard, les yeux, plein de fois, parce que là, récemment, on a beaucoup travaillé sur les femmes survivantes du génocide du Rwanda. Tout est dans le regard, tout est dans le toucher. Je ne comprends pas, mais je comprends. Donc, moi, je dors dans les communautés, je participe à la vie de la communauté. J'ai mon hamac, une case si je suis dans des conditions très luxueuses, mais pour moi, je suis avant tout, et c'est peut-être ce qui change, c'est que je suis avant tout un être humain, en l'occurrence une femme, mais je pourrais être un homme, et je vais partager un moment avec eux, quelques jours, quelques semaines, et il se trouve que mon métier, c'est aussi de rendre compte de leur vie. Mais voilà, je suis avant tout un être humain, et ça, c'est vraiment très, très important. Par exemple, le chaman Kogis, c'est quand même la première fois de ma vie, et c'est aussi la séquence la plus étonnante. Le chaman Kogis, le Mamo, qui moulinait son poporo, c'est-à-dire qu'en fait, il écrit ses pensées au fur et à mesure en pliant ses feuilles de coca, m'a quand même tourné le dos pendant tout l'interview parce que j'étais une femme et que j'étais impure. Et donc, je lui posais des questions. Alors, en plus, c'était français, espagnol, kogi, espagnol. Donc, ça a pris du temps. Et puis, en général, avec les chamans, on pose une question. Par exemple, d'où vient votre nom, Don Sabino Gwalinga. Et puis, 20 minutes après, on y est toujours parce que on est parti dans les esprits, les serpents, la famille, etc. Et lui m'a quand même tourné le dos. Et moi, c'était la seule condition. C'était la seule condition, et il acceptait l'interview. Alors, j'ai bien sûr obtempéré, mais quand même, au bout de 10 minutes, je me sentais quand même un quart d'heure dans une drôle de situation. Je posais des questions avec mon magnéto comme ça, et qui était dos à moi. En plus, les Kogis ont une tenue magnifique, une grande tenue blanche, avec en général un petit bonnet, et puis voilà, leur poporo. Et j'ai pas pu m'empêcher que de dire, mais c'est quand même incroyable. Je pose une question au chaman, il me tourne le dos, je suis impure. Et en fait, je l'ai dit
parce que je ne supportais plus la situation. Donc, il fallait que je le verbalise. Et après, au montage, je pensais que je ne le garderais pas. Et donc, quand on revient. Moi, je reviens avec énormément de matière, parce que vous aurez compris que j'enregistre tout le temps, donc 5-6 heures. Et mon réalisateur qui arrive après, quand j'avais bien réduit à 1h30 à peu près, pour un documentaire final d'1 heure, me dit, mais attends, c'est une séquence, il y a tout dans cette séquence. On va en faire une accroche, mais en fait, on dit tout d'eux et de nous et de leur rapport à notre monde. Eux qui se considèrent comme les grands frères protecteurs de la terre-mère et qui considèrent que nous l'avons souillé, etc. Donc oui, il y a 5 saisons, plus quelques documentaires sur France Culture. Et puis, à un moment donné, c'est quand même devenu une de mes passions, ma passion, j'en ai d'autres. Le problème, c'est que je m'intéresse à tout et j'ai plein d'autres passions. Mais oui, ma passion, et que du coup, j'ai eu envie de m'engager. D'où l'idée de créer cette plateforme, La Voix des femmes autochtones. On a réalisé 30 portraits de femmes exemplaires dans 17 pays en moins de 2 ans. Et on a abordé différentes thématiques. Les femmes autochtones sont souvent aux avant-postes dans les communautés, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et puis, elles sont aussi la source de la vie. Et c'est pas par hasard quand on parle d'écoféminisme. Alors, si je caricature énormément, je dirais que violer la terre pour ces femmes, c'est violer le corps des femmes. Mais il n'empêche que, par exemple, dans le Nord Dakota, qui est une zone extrêmement extractiviste, évidemment, on a exploité sur les terres amérindiennes. Rappelons que Barack Obama avait promis l'indépendance énergétique et ils y sont arrivés. Il y a eu une flambée d'arrivée de travailleurs de tous les pays et il y a eu une augmentation de 200% des violences sexuelles et des violences faites aux femmes. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Une politique extractiviste à grande échelle a forcément des impacts sur les violences faites aux femmes. Et c'est aussi pour ça que ces femmes, et quand on parle d'écoféminisme, on oublie aussi que Madonna Hawkes, on est au début des années 80, cofonde Warrior Woman, et que les mouvements féministes nés aux États-Unis par les femmes autochtones, en grande partie, et qu'elles sont extrêmement résistantes aujourd'hui et qu'elles montrent le chemin à toutes les autres écoféministes. Et la première des raisons, c'est vraiment ce lien avec la terre-mère qui est extrêmement, extrêmement fort. Le fait aussi qu'elles ont des enfants et qu'elles s'en occupent et qu'elles protègent leur communauté, elles protègent leur terre parce qu'elles protègent la vie de leurs enfants. Je me souviendrai toujours, malheureusement, je n'y étais pas, mais j'aurais payé pour y être. On est la communauté Sariakou d'Équateur, qui a réussi à faire condamner l'État équatorien pour non-respect de la consultation préalable, c'est-à-dire l'autorisation. Il faut une autorisation pour aller sonder maintenant les sols en Amazonie, qui est une des rares communautés qui, depuis 30 ans, n'a pas accepté l'exploitation pétrolière. En contrepartie, ils ont développé le Sumakaosai, le bien vivre en harmonie, et ils sont véritablement les ambassadeurs des droits de la nature. Bon, voilà. Là, au moment de la résistance, c'est-à-dire, il y a 300 militaires qui arrivent avec une compagnie française pour faire des explorations sismiques. Ils arrivent tous armés d'une arme de guerre, Kalachnikov ou autre, en hélicoptère. Qui va désarmer les militaires? 20 femmes d'1,50 m. Et il y a ces images, puisque Heriberto a documenté toute cette résistance, il y a ces images où on voit 20 petites bonnes femmes avec leur peinture qui vont désarmer les militaires équatoriens, de jeunes équatoriens de 20-25 ans, et on les voit, ils sont complètement désarmés. Et ils se laissent faire. Parce qu'elles savaient que si les hommes interviendraient, ça serait terminé dans un bain de sang. Et à partir de là, elles ont organisé, elles aussi,
la résistance, en créant en particulier l'Alliance des femmes amazoniennes. Et comme elles le disent si bien, la différence de leur combat et de leur résistance avec les hommes, c'est que malheureusement les hommes, à force de côtoyer les dominants, les colonisateurs, ont aussi adopté un peu leur mode de fonctionnement. Et tout n'est pas rose. Il y a aussi du népotisme, il y a aussi de la corruption, il y a aussi l'achat. Mais les femmes, non, elles ne se posent pas la question. Elles protègent leurs enfants, elles protègent leur terre. Et donc, elles sont dans un langage de vérité, de transparence. Et quand c'est non, c'est non. Et ça, c'est la grande différence avec les hommes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, et c'est un peu tout le propos de cette plateforme documentaire, on les voit de plus en plus sur le devant de la scène. Donc voilà, et donc toutes ces femmes, que ce soit dans le domaine de l'émancipation des droits des femmes, comme Naïs Lenguete, qui est Maasai, qui a une histoire, elles ont toutes des histoires absolument incroyables, qui a mis 10 ans à convaincre les hommes et à pouvoir parler aux hommes, hein, jusqu'au Conseil suprême des sages Maasai, a réussi à mettre en place un rituel alternatif d'excision. C'est-à-dire, on garde la culture, parce que, comme vous le savez sans doute, ce rituel est un rituel de passage de la vie d'enfant à la vie de jeune fille. Donc, on garde les danses, on garde tout l'aspect traditionnel, mais on n'a plus la mutilation génitale qui est remplacée par quoi? Qui est remplacée par des cours sur la sexualité et sur les MST. La radio a évolué et que les moyens étaient de plus en plus difficiles et que nous, il nous fallait du temps quand même, et que finalement, je me suis dit, aujourd'hui, il y a, c'est la grande envolée du son, des podcasts, d'une autre manière de faire de la radio. J'avais envie de travailler aussi avec des photographes autochtones, et quand la Fondation Chanel, pour la promotion des femmes et des jeunes filles, en écoutant les documentaires, ont vu que les femmes étaient aux avant-postes, puisque je consacrais souvent des documentaires sur elles, nous a proposé d'avoir carte blanche pendant 3 ans sur un projet qui les mettrait en valeur. Ça a été une occasion incroyable. J'ai mené de front la dernière série de Voyages en terre indigène, qui est une histoire oubliée des peuples francophones, en 2018. Et puis en fait, en créant cette plateforme, c'est 30 portraits, 17 pays, 80 modules sonores et vidéo, 4 documentaires, une version française, une version anglaise, des conférences, des projets de création, d'expositions photos aussi avec les photographes autochtones, qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était mieux de me consacrer totalement à ce projet, La Voix des femmes autochtones, et puis peut-être d'imaginer, de créer de nouveaux supports. On est en train de travailler justement, ce matin, on a lancé notre chaîne de podcast, mais on est en train de travailler, d'imaginer à de nouveaux supports, en particulier des croisements de disciplines. On a un gros projet d'expo photo, parce que ça, c'est passionnant de découvrir la photographie autochtone, mais qui serait liée à la création sonore. Enfin, voilà. Et finalement, aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec la multiplication de toutes les applis mobiles, d'Internet, des conférences binaires, on a imaginé aussi avec le confinement, on a imaginé un système de live stream derrière avec des écrans où les femmes interviennent, où on peut être en interactivité. En fait, finalement, il y a tout à créer, à imaginer, en plus du format radiophonique. Et c'est vrai que là, on avait envie de tester, voilà, de nouvelles expériences. Et là, pour parler de nos projets, on est en train d'écrire le livre de La Voix des femmes autochtones. On a plusieurs projets de restitution dans les communautés. On a réussi à faire le Rwanda. L'Équateur, on devait créer une radio communautaire. On ira un peu plus tard, mais en attendant, on leur fait des petits modules. On est en train de participer aussi à Africa 2020. On crée une voix des femmes africaines pour le théâtre de la ville, avec une expo photo qui sera à l'espace Cardin, parce que le théâtre de la ville et l'espace Cardin, c'est un peu pareil. On va être au forum Génération Égalité. Et moi, j'ai très, très envie de retrouver quand même le documentaire et les peuples autochtones, et voilà, de repartir.
Kisirata moile ake asa Deo sitai malele gale ita oi na so oi le oi ye ku ju ri kame me ma katame enai lewa ku tarundu te ta buloi tanda ane Eh bien, bonsoir. Alors, on a perdu Anne. Non, ça y est, elle est là. Non. Alors, effectivement, j'ai bien suivi tous les messages. Moi aussi, je regrette, je trouve qu'on a un peu trop parlé de moi et pas assez des peuples autochtones. Et vous pouvez vraiment les découvrir sur le site de la Voix des femmes autochtones et dans le cadre de la série de voyages en terre indigène, 40 documentaires. Et vraiment, mon travail, c'est d'être un passeur, un transmetteur et de leur donner la parole. Donc, effectivement, ce qui est le plus intéressant, c'est quand même de les écouter. C'est sûr, mais pour ça, il y a des dizaines et des dizaines de podcasts et qui sont réécoutables sur France Inter. Je crois que je le notais. Alors, bon, c'est vrai que j'ai été quand même un peu surpris par ces commentaires, même si on n'est pas dans le monde de oui. Peut-être que les gens sont un peu fatigués par la vie qu'ils mènent actuellement, parce que j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de la bienveillance habituelle. Il existe plein de reportages sur les peuples et nous-mêmes, on vous propose parfois des experts de peuples particuliers. Là, ce qui nous intéressait de vous présenter, et je pense qu'on était assez clair sur l'attendu de cette webconférence, c'était Anne. Parce que Anne, ce qu'elle a accompli à sa mesure pour les peuples autochtones et avec ce média qu'est la radio nous semblait absolument incroyable et c'était plutôt ça. Alors après, est-ce que mon montage a été réussi? C'est une autre question, mais c'était ça qu'on voulait vous présenter et l'idée de cette interview était de parler de son travail, même si elle est justement très modeste et que ça la gêne toujours un peu, et de sa vision des peuples traditionnels et comment cette vision a évolué vers le rôle de la femme au sein de ces communautés. Moi, je trouve ça absolument passionnant. Je trouve qu'il y a 4-5 idées là-dedans qui sont, de mon point de vue, très, très intéressantes à creuser. Alors évidemment, c'est que 30 minutes, il a fallu couper 1h30, 2 heures d'entretien. Bon, voilà, j'ai fait ces choix. En tout cas, il y a pas mal de questions, Anne, donc on va peut-être passer aux questions, si ça te va. Avec grand plaisir. Et voici la bête, le magnétophone. C'est un Agra SD et c'est avec depuis au moins, disons qu'il a été renouvelé évidemment, puisqu'il y a eu plusieurs séries. C'est un Agra SD et c'est une petite merveille de la technologie. Et en fait, vous comprenez que quand je suis avec eux, puisque vraiment l'idée est de leur donner la parole, je l'ai toujours en main, comme là par exemple. Et puis là, finalement, je suis en train de vous interviewer, puisqu'il fait partie de ma vie. Merci, Anne. Alors, donc, quelques questions d'abord autour des voyages, puis après, on continuera autour des communautés. Comment préparez-vous vos expéditions et est-ce que les populations sont informées de votre visite et de vos objectifs, si vous en avez d'ailleurs? Alors, ce ne sont pas des expéditions, mais j'essaie de bien les préparer, un peu comme ceux qui partent en expédition. Déjà, en amont, je travaille toujours avec un anthropologue. Comme je disais, moi, je ne suis pas spécialiste, même si ça fait depuis 15 ou 20 ans que je travaille avec ces communautés. Effectivement, surtout les anthropologues en France peuvent consacrer toute leur vie aux Kanaks, aux Quechua d'Équateur. Donc, moi, je travaille beaucoup en amont. C'est 2-3 mois de travail en amont. Ensuite, après, souvent, j'ai un partenaire voyage qui est un partenaire éthique, responsable. Et à ce moment-là, j'aime bien aussi me mettre en contact avec la personne qui est sur place. Et puis, je suis en contact également avec les journalistes sur place, aussi avec l'Institut culturel. Et puis après, il y a tout un travail. Oui, il faut en tout cas les alerter. Ils n'ont pas du tout la même temporalité que nous. C'est-à-dire que même si vous les alertez, je me souviendrai toujours au bouton, j'arrive et on me dit « Ah ben non, revenez à la prochaine lune. Il est parti en voyage. » Ben oui, mais la prochaine lune, c'est dans très très longtemps. Donc, parfois même, on envoie quelqu'un, je pense en particulier aux Pygmées Aka au Cameroun.
on a envoyé quelqu'un dans la forêt pour les prévenir que quelqu'un allait venir, qui était recommandé par telle ou telle personne. Moi, je viens en général toujours recommandé par quelques personnes qu'ils connaissent, parce que ça permet de créer le lien plus vite. Et malheureusement, je ne peux pas rester très longtemps, car ce sont des voyages qui coûtent très très cher. Le service public n'a pas beaucoup de moyens. On a souvent d'ailleurs passé des partenariats, soit avec des agences telles que vous, et vous nous avez accordé une totale liberté sans nous dire quoi faire et où aller, mais aussi, par exemple, l'Institut culturel français a pu nous soutenir, etc., etc. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de préparation, en tout cas pas physique. Quoique, parfois, chez les Penants dans la forêt de Bornéo, les conditions étaient un peu difficiles, mais plutôt une préparation intellectuelle, éditoriale et psychologique. C'est ça, et ethnologique, hein, ce que tu dis à un moment. Oui, beaucoup de lectures. C'est mon côté hippocampe. Beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures et beaucoup de préparation en amont. Parce que comme on reste peu de temps, un documentaire, c'est quand même, donc c'est 52 minutes à l'antenne ou 1 heure. Ça veut dire que je vais ramener 6 ou 8 heures de rush. Ça veut dire que je vais énormément enregistrer. Et donc, effectivement, en fait, un bon journaliste, je pense, connaît déjà presque les réponses. C'est-à-dire qu'on ne pose jamais une question à l'aveugle. Si on est invité, comme on l'avait fait ensemble chez les Mentawai, à participer à un très grand rituel, on s'est renseigné, on a lu, on a été en contact avec des spécialistes et on connaît son sujet. D'abord, c'est tout simplement une histoire de respect de l'autre, hein. Et puis pour aller un petit peu plus loin après dans le reportage. Et quelle est la plus grande difficulté d'un reportage comme ça dans ces tribus traditionnelles? En fait, il n'y en a pas, si ce n'est, si la plus grande difficulté, c'est que malheureusement, on reste pas longtemps et c'est de pouvoir. Très probablement. Ah, la voilà, elle revient. Je suis désolée. Oui, alors je disais très très rapidement, la plus grande difficulté, c'est que malheureusement, nous n'avons pas le temps de l'anthropologie, où il faut rester 6 mois, 1 an sur le terrain. C'est un regret, mais c'est comme ça. On est donc là assez peu de temps, 3 semaines, c'est pas beaucoup. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à rentrer en communication avec eux et d'être sur le même niveau et qu'ils nous fassent confiance. Parce que malheureusement, je ne citerai personne, mais alors c'est bien, les peuples autochtones sont très tendance. Il y a des agences de voyage, il y a des émissions de télévision, mais tous ne respectent pas l'éthique des peuples autochtones et ne les respectent pas tout court. Et donc forcément, eux, quand ils voient passer, par exemple, une équipe de télévision qui a introduit de l'argent et qui donc très très clairement a un peu déstabilisé la communauté, quand vous arrivez par terre, après, c'est difficile de recréer une relation franche, humaine et sincère, puisque moi, je n'ai jamais payé la communauté, à la différence de beaucoup de documentaristes. On a beaucoup participé sous forme de dons en fonction de leurs besoins, par exemple pour l'école ou par exemple sur un projet précis d'agriculture. Mais on ne paye pas directement parce que je trouve que c'est dès le départ introduire un rapport qu'ils n'ont pas. Ce sont encore beaucoup des civilisations qui fonctionnent sous forme de troc. Donc, nous, on doit troquer aussi. Ce que tu disais aussi, et ce que j'ai peut-être pas repris dans le montage qu'on a présenté, c'est que souvent tu laisses le micro un peu comme ça, et là c'est un peu la magie du hasard qui fait son œuvre, mais qui va être en général très riche.
Ah oui, c'est vraiment par moments extraordinaire. Je me souviendrai toujours, on était donc chez les Mentawai et puis donc j'enregistrais leur rituel et puis j'essayais de faire découvrir leur culture puisque malheureusement à la fois l'islamisme mais aussi des projets extractivistes les menacent, même dans la forêt. C'est très étonnant de trouver en pleine forêt, après des heures et des heures de pirogue et de marche, une mosquée. Et donc, on était là depuis plusieurs jours. C'est d'ailleurs un très beau voyage que vous proposez, Tamara. Et puis, il parle, et à un moment donné, il se rend compte, il voit le magnétophone, parce que l'idée est de faire oublier le magnétophone. Et quand on l'a dans la main, finalement, on l'oublie. Mais en fait, il se rend compte parce qu'il se met à pleuvoir. Et moi, j'ai un problème de raccord son. Donc, je suis obligée d'arrêter l'enregistrement. Et là, il regarde, et il me dit, mais moi, j'en veux un aussi. Parce que tu vois, je vais pouvoir enregistrer toutes les histoires, toutes les légendes. Et comme ça, je pourrais transmettre. Et il prend le magnétophone et je lui donne. Et il y avait son fils qui était là. Et alors, je leur donne un tout petit peu le mode d'emploi, mais c'est très, très simple de se servir de ça. Et ils se sont mis à s'enregistrer. Et ils avaient les larmes aux yeux, et on avait tous les larmes aux yeux. Et évidemment, ça a fini par un très, très grand éclat de rire. Et il s'était rendu compte à quoi servait le magnétophone. Parce que très, très souvent, en tout cas, quand je vais rencontrer des communautés qui sont très, très lointaines, comme les chasseurs-cueilleurs, par exemple, ils savent pas à quoi ça sert. Ils écouteront jamais la radio. Juste, ils font confiance à un moment donné et ils acceptent de délivrer leurs paroles. En général, c'est parce que justement, ils sont menacés et qu'ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils parlent pour être entendus par le monde. Et il y avait une de vos questions qui était très intéressante, qui était comment soutenir ces peuples. Comment les soutenir déjà, vous pouvez écouter, il y a beaucoup, beaucoup de documentaires. Il y a aussi des associations comme Survival International qui c'est véritablement une association de communication et de lobbying qui, elle, les soutient. Et vous pouvez faire des dons directement ou participer activement. Et puis, on peut avoir, mais moi, si vous m'envoyez un mail, je pourrais vous envoyer la liste d'associations qui participent sur le terrain à travers des projets éducatifs, économiques, d'agriculture, culturels, et vous pouvez les soutenir. Et je crois que c'est la meilleure manière de les soutenir, c'est de soutenir directement des projets sur place. Est-ce que tu as eu des retours pour les communautés suite à des reportages que tu as réalisés, des retours favorables, j'entends, de type alors financier justement, des ONG ou des aides qui auraient pu être versées par la suite, ou un développement de la communauté d'une certaine manière suite justement à un intérêt suscité par un reportage? Alors oui, pas assez, à mon sens, pas assez, et ça se comprend parce que c'est aussi la mentalité des autochtones, c'est qu'à la fois ils n'ont pas du tout le même espace-temps, qu'ils ne disent jamais non frontalement, et qu'en fait ils vivent l'instant présent. Donc l'instant présent, quand on était ensemble, on se donne des choses, on partage beaucoup de choses, et puis après c'est fini. Et ils sont passés à autre chose. Mais néanmoins, pour certaines communautés, comme par exemple une communauté que je connais très très bien, parce qu'en fait je les suis depuis près de 10 ans, et ils viennent, quand ils viennent en France, ils viennent même chez moi, parce que j'ai noué des contacts avec certains membres et certaines communautés. C'est la communauté Sariakou d'Équateur, Quechua, qui est un modèle de résistance dans toute l'Amérique latine, qui a réussi à faire condamner donc l'État équatorien, qui a refusé, qui refuse toujours depuis 30 ans l'exploitation pétrolière, qui aujourd'hui, grâce justement à cette résistance, a dû communiquer avec le monde extérieur grâce à la du chef
qui est belge, hein, mais il vit depuis 35 ans avec eux. Et là, véritablement, ça les a boostés parce que ça les a obligés à verbaliser ce qu'ils appellent le summa causai, le bien vivre en harmonie, ce que Philippe Descola a appelé aussi dans sa théorie de par-delà la nature, la culture, ce bien vivre en harmonie. Et aujourd'hui, les leaders viennent en Europe et un peu partout dans le monde, ils sont dans toutes les COP, faire partager leur expérience du summa causai. Et ça, véritablement, alors c'est pas moi, hein, mais ça, véritablement, c'est à cause de la lutte, à cause de cette résistance, ils s'ouvrent au monde, ils s'ouvrent aux médias et ils reçoivent beaucoup de journalistes et de documentaristes. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une évolution énorme dans la communauté, énorme dans la communauté. Et là, par exemple, ils nous ont demandé donc de créer cette radio communautaire. Donc ça, oui, oui, c'est sûr, mais c'est pas une personne à titre individuel. Hein. Et d'ailleurs, moi, je fais toujours l'effort d'envoyer les documentaires. Alors, longtemps, ça n'était pas possible par Internet. Depuis quelques années, ils ont beaucoup, hein, Facebook. Je communique beaucoup avec eux via Facebook. Mais même, il m'est arrivé plusieurs fois de donner des clés USB. D'ailleurs, j'ai peut-être donné à quelqu'un de ton équipe une clé USB pour les Mentawai parce que c'est important. Vraiment, pour moi, c'est presque aussi important cette partie, cette phase de restitution, qu'ils aient la possibilité d'écouter. Et à ma grande surprise, en général, ça les intéresse pas beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Merci Anne de votre partage et propositions. Donc là, on passe au peuple communauté. Quel peuple connaissez-vous le mieux? Voilà, et si tu peux peut-être en parler quelques minutes. Et puis après, peut-être pouvons commencer par les Quichua s'il n'y a pas d'autres questions qui vous ont été envoyées. Donc voilà, est-ce que tu peux parler des 2-3 peuples que tu connais le mieux et peut-être des Quichua si tu veux. Alors oui, les Quichua, on en a déjà beaucoup parlé. Hein, c'est vraiment. Alors il y a eu, nous, on a réalisé à peu près 5 documentaires, mais ce sont des grands communicateurs et ils ont séduit absolument tout le monde. C'était d'ailleurs les chouchous de Danielle Mitterrand, hein, dans le cadre de sa fondation France Liberté. Elle les a beaucoup aidés. Ils étaient quand même condamnés à mort. Ce sont les seuls dans la zone de Pastassa à avoir refusé les exploitations pétrolières. C'est quand même, et depuis 30 ans, donc c'est quand même vraiment un modèle de résistance et avoir à ce point verbalisé le summa causai. Alors, il y a d'un côté Raoni, dont on parle beaucoup, qui a créé récemment la Fédération des peuples de la nature, parce que souvent on me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se fédérer? Effectivement, ils n'arrivent pas à se fédérer. Ils se connaissent quand même, hein, parce que Raoni est beaucoup sur la scène internationale, les Quichua et la famille Ngwalenga aussi, et néanmoins, ils n'arrivent pas à se fédérer totalement. Alors, Raoni a réussi à fédérer les peuples de la nature au Brésil. On peut dire qu'en Équateur, quand même, les Sariakou arrivent à fédérer quand même tout un tas de communautés, en particulier les femmes, hein, les femmes qui ont un langage de vérité, de transparence. On en a parlé pendant l'interview et je les trouve remarquables parce qu'ils arrivent à conserver véritablement leurs traditions, leurs coutumes, leur patrimoine immatériel et en même temps ils sont complètement ancrés dans le monde du XXIe siècle parce que c'est fini l'idée de mettre sous cloche ces peuples. Ils n'ont pas de plumes, ils n'ont pas de petites jupettes. Oui, pendant les grandes cérémonies comme la cérémonie de la fête de la Lance, qui est un grand remerciement envers la nature, qu'il propose d'ailleurs maintenant tous les 2 ou 3 ans pour mieux préserver la nature, puisque dans le cadre de cette cérémonie, ils chassent, mais avant, ils auront demandé l'autorisation avec le chaman de chasser ces animaux, donc ils auront appelé les esprits des animaux. Et effectivement, ces peuples, à la fois, ils arrivent à maintenir comme ça de grandes traditions. Ils ont une école traditionnelle Quichua. Dès l'âge de 3 ans, les enfants apprennent tous les savoirs traditionnels, la cosmogonie, le monde sous la terre, puisque vous savez qu'il y a 3 mondes, hein, chez beaucoup d'Amérindiens, en particulier d'Amérique latine, mais on
On retrouve d'ailleurs de grandes similitudes sur d'autres continents, en particulier en Indonésie. Donc, c'est 3 mondes, hein, le monde sous terre qui est peuplé voilà, de personnes. D'ailleurs, le chaman me disait oh, ben, sous terre, il y a autant de personnes qu'à Guayaquil, qui est quand même la 2e ville d'Équateur, hein, avec ses chefs, avec chacun ayant son rôle, etc. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va retrouver exactement la même chose chez les Penans, par exemple, ou même chez les Mentawai. Donc voilà, donc il y a de grandes similitudes. Et donc vraiment, les enfants dès 3 ans, ils apprennent finalement toutes ces traditions. Ils ne vont rentrer qu'à l'école espagnole qu'à partir de 7 ans. Et puis, dans le même temps, ce sont les champions de la technologie, d'Instagram, de Facebook. Alors, ce qui est formidable pour moi, c'est la plus belle des réussites. Ils ont une cybercahute. Alors, on va se dire, bah oui, ils viennent tous se connecter à Facebook une fois par jour. Oui, mais non. Cette cybercahute ne sert qu'à la communauté. C'est-à-dire que les gens y vont pour envoyer des informations sur la communauté, pour envoyer un Instagram, pour réaliser une petite vidéo qu'ils vont envoyer sur WhatsApp. Voilà, c'est une cybercahute ouverte pour le bien de la communauté. Et donc, ils arrivent à garder quand même ces valeurs-là à vivre selon une démocratie participative qui est vieille depuis de centaines et de centaines d'années. Et d'ailleurs, la première fois, heureusement maintenant c'est plus rapide, j'ai attendu 6 mois pour avoir l'autorisation de venir travailler dans la communauté, parce qu'il a fallu passer toutes les étapes et il fallait que tout le monde à l'assemblée accepte la visite. Voilà, j'étais avec ma réalisatrice, Christine Diger de France Culture. Donc voilà, la visite de 2 étrangères pour faire un travail dont j'avais envoyé une lettre en disant exactement ce que je souhaitais faire. Et ça a pris 6 mois. Et ça, c'est formidable. Et encore aujourd'hui, par contre, voilà, vous voulez y aller, il n'y a pas de problème. Vous tous qui êtes là ce soir, vous avez envie de les rencontrer, vous leur envoyez un petit message en leur disant pourquoi vous avez envie de venir chez eux, combien de temps, parce qu'ils ont développé, mais bon, en fait, ça ne les intéresse pas beaucoup, donc ils ne développent pas ça, mais par contre, je peux vous assurer qu'il y a 2 cases pour les étrangers, entre guillemets, très très bien, avec un bac, un petit point d'eau, enfin bon, c'est impeccable. Donc voilà, tout à chacun, ce soir, vous pouvez leur écrire de la part de Tamara et de ma part en disant, voilà, moi j'aimerais beaucoup partager quelques semaines avec vous, est-ce que c'est possible et quand c'est possible. Mais aussi, vous allez devoir expliquer pourquoi vous avez envie de partager du temps avec eux. Et vous allez aussi devoir leur dire ce que vous allez apporter. Et c'est ça qui est bien. C'est que moi, je pense, c'est pour ça que c'est… Alors, effectivement, c'est mon travail, mais c'est aussi votre travail. Mais c'est un apport dans les 2 sens. On s'apporte des choses mutuellement. Et ça, c'est fondamental. Et donc, moi, ça me ferait très, très plaisir si parmi tous les internautes qui sont là ce soir, certains avaient envie d'aller passer un temps dans cette communauté qui est en plus dans un décor absolument extraordinaire. C'est très, très boueux, surtout en ce moment parce qu'on est dans l'Amazonie qui est boueuse. On est dans une forêt absolument incroyable avec des gens qui sont d'un accueil. Voilà, on sera dans le verbal parce que les leaders de la communauté sont vraiment des locuteurs. Hein. Ce qui est assez rigolo, c'est que aussi ils fonctionnent quand on arrive, on se présente et ils se présentent tous. Mais eux, ils se présentent, le chef, il va se présenter pendant 20 minutes. Hein. Il va parler pendant 20 minutes. Hein. Évidemment, on ne comprend rien parce qu'il parle en Quechua. Mais quelle importance. Voilà, c'est juste une manière d'entrer en contact. Donc voilà, donc les Quechua, avec grand plaisir. Après, il y a un autre peuple que je continue vraiment à suivre et quand ils viennent à Paris, parce que chez moi c'est un peu l'ambassade du monde, ils peuvent venir passer quelques nuits. Ce sont les Mursi en Éthiopie. C'est un peuple qui est très 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 difficile. Salgado s'est fait renvoyer de la communauté, la Kalachnikov. Ce sont des gens qui ont érigé la violence en règle de base. Et en fait, il n'y a pas de chef dans leur communauté. Alors, bien sûr, les enfants ont un statut un petit peu à part,
Et en fait, donc, pour s'imposer, il faut rentrer dans un round de violence et ça peut aller très très loin. Et en même temps, c'est un peuple qui est tellement, bon, c'est un peuple de guerriers, vous l'aurez entendu, depuis toujours, ils sont obligés de se battre, d'abord contre la nature, l'environnement, la faune, il y a des cobras à tout va, c'est vraiment une zone qui est très très dangereuse, ils sont entourés de 14 tribus qui sont aussi des tribus guerrières, vous les connaissez sûrement parce qu'ils sont assez médiatiques et assez photogéniques, avec des grands plateaux dans la bouche. Alors, c'est aujourd'hui une pratique qui est interdite officiellement. On continue quand même encore à la pratiquer parce que pour eux, c'est vraiment un symbole de passage entre la vie de petite fille et la vie de femme. Et en même temps, c'est vraiment un peuple qui, enfin, moi, qui a une force et une puissance, qu'un attachement par rapport à son bétail. C'est-à-dire qu'en fait, les noms des personnes sont des noms d'animaux, de la couleur du bétail. Donc, toi, tu vas t'appeler orange, toi, tu vas t'appeler marron, toi, tu vas t'appeler rouge. Et si, par exemple, une bête est malade, elle va venir dans la case et les femmes, les enfants vont sortir et dormir dehors parce qu'ils vouent une admiration à leur bétail. Et c'est vraiment un peuple. Je suis allée à l'école parce que les missionnaires sont venus il y a une quinzaine d'années et donc les Australiens en particulier ont installé l'école. Et c'est sans doute la première fois de ma vie que j'ai assisté à un cours où dans la cour, il y avait 80 personnes parce qu'il fallait voilà, les règles de base, de discipline et un peu d'hygiène quand ils arrivent, selon les missionnaires. Il y avait 80 personnes, ils étaient tous nus ou à moitié nus et ça allait de 7 à 70 ans. Et ils allaient tous à l'école. Et j'ai sans doute suivi un cours comme je ne suivrai jamais et j'en ai tiré vraiment un grand enseignement par rapport à l'éducation. De voir tous ces gens qui étaient là et qui venaient apprendre, C'était assez extraordinaire. Et à la fin, ça s'est terminé parce que c'est un peu comme ça chez les Bercy, mais aussi dans beaucoup de communautés. Quand j'ai voulu partir, il y avait une sorte de barrière qu'on a baissée et quelqu'un m'a mis en joue à la Kalachnikov. Il m'a dit, toi, tu sors pas. Je ne sais pas pourquoi, il avait décidé de ne pas sortir, il avait décidé que je ne sortirais pas, et donc l'interprète traducteur qui est toujours de la communauté qui était avec moi m'a dit, quand je te le dirai, tu partiras. Et le ton est monté, et il m'a dit, tu t'en vas, il a levé la barrière, et voilà, et ils se sont battus. Et une heure après, c'était fini. Donc voilà, Voilà, c'est vraiment, ils sont tous, enfin, ils nous apportent tous une leçon d'humanité, d'espoir. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter, des valeurs que nous, on a beaucoup perdues, et des valeurs toutes simples. Être à l'écoute de l'autre, être disponible, respecter la vie, toutes simples. Voilà. Et surtout, c'est, il n'y a pas de, on vit l'instant présent. On ne pense pas à, c'est comme une fois je recevais des Indiens du Panama qui étaient en prise avec des narcotrafiquants. Ils étaient venus en France, des gens leur avaient organisé un voyage pour rencontrer le gouvernement, etc., etc. Ils m'avaient demandé d'organiser un dîner avec des anthropologues, avec des journalistes, avec des photographes, avec des gens un peu connus qui pourraient relayer leur combat. Et en fait, ils sont arrivés après une journée de réunion. Ils avaient pris le métro, ils étaient dans une panique totale, le métro aux heures de pointe. Ils sont arrivés ici et en fait, ils sont partis se coucher. Ils sont montés, ils sont déshabillés, ils sont couchés. Il y avait 20 personnes qui étaient là pour eux, pour relayer leur combat. Et ben c'était comme ça. Voilà. Mais finalement, c'est pas si mal. Anne, merci beaucoup. Il est 7h10, mais je pense on pourrait, on te connaît, on pourrait rester toute la soirée avec toi. Il y avait une ou deux autres questions, notamment, bon, la dernière, c'est Christophe, non, qu'est-ce qu'il dit? Non, si vous travaillez, non, il s'adressait à Monique. Alors, il y avait une dernière question qui était, voilà, est-il possible d'accompagner Anne, et je t'assure, je ne l'ai pas téléguidée, lors d'un de ses voyages? J'adhère complètement à sa façon d'aborder les personnes, etc. Bon, est-ce que tu emmènes parfois des gens avec toi en voyage?
Non, mais par contre, on avait un projet il y a longtemps. On s'était dit que on essaierait d'organiser un voyage, alors en tout petit comité, mais pourquoi pas un voyage à 6, pourquoi pas chez les Sariakou. Bah, c'est un petit peu, c'est vrai que les Sariakou, bah, enfin, je m'intéresse à tous les peuples, je les aime tous, mais les Sariakou, j'ai une relation très très particulière avec elles. Et il faut pas y aller à plus de 6, hein, parce que sinon ça fait un peu bête de foire. Mais en tout cas, si personnes ont envie de voyager chez les Sariakou, on peut essayer de monter ça avec toi, Eric, avec grand plaisir. Surtout qu'en plus, ils avaient ouvert une antenne un peu tourisme solidaire. Et puis en fait, comme ils ont tellement de travail sur plein de choses, ils s'en occupent pas beaucoup. Mais là, avec très très grand plaisir pour faire le lien et avec très très grand plaisir pour les accompagner. Moi, j'essaye d'y aller une fois par an. Voilà, j'essaye d'aller, donc avec très très grand plaisir. Mais vous savez, en fait, là, en fait, je suis dans un rôle qui est très difficile pour moi parce que moi, en général, je ne parle pas. Moi, j'ai mon magnétophone et je donne la parole aux gens. Et donc, c'est très très rare que je parle comme ça. Et si jamais on va voir les Sariakou ensemble, moi, je parlerai pas. Vous ferez votre voyage. Peut-être que le soir, je pourrais essayer de répondre ou en tout cas d'inviter quelques personnes de la communauté pour qu'ils puissent vous apporter quelques compléments. Mais en plus, c'est des gens, mais toutes les communautés, c'est-à-dire que si on va partager un moment avec eux, et pareil d'ailleurs chez les Mentawai, c'est pas de alors qu'est-ce qui se passe, vous pouvez m'expliquer? Non, 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 c'est pas comme ça. D'ailleurs, c'est pareil, l'éducation, la transmission, elle se fait par imitation, elle se fait pas par la pédagogie habituelle. Et si on part là-bas, on va vivre la journée. Et vous verrez que le temps, parfois, est très, très long. Et parfois, au contraire, on ne sait jamais à quel moment, tac, il va se passer un truc incroyable qui n'était pas prévu. Mais personne ne va le verbaliser. Et moi, je me souviens, quand je travaillais, c'était très compliqué parce que personne ne me disait ce qui se passait. Et moi, j'étais en train d'enregistrer. Il fallait que je sache de quoi j'allais parler. Et c'est seulement que plus tard, en particulier, c'était pendant que je suivais la fête de la Lance, quand je les voyais tous partir vers la rivière, je voulais savoir ce qu'allait se passer, mais personne ne m'en parlait. Et ce n'est que bien plus tard, le soir, que là, ils vont donner quelques petites bribes d'explications. Et c'est vraiment, vraiment ça aussi, les peuples autochtones. Donc finalement, c'est à l'antithèse presque du voyage classique, où on a un guide qui est là pour vous faire le lien et vous expliquer tout. Non, et c'est ça qui est très, très enrichissant. C'est que vous prenez, vous regardez, vous êtes parfois déstabilisé, et c'est bien d'être déstabilisé et de sortir de sa zone de confort en toute sécurité, parce que c'est vraiment en toute sécurité, mais comme ça, vous pouvez ressentir pleinement les choses. Et seulement après, quand ils auront envie, peut-être voudront-ils bien vous donner quelques petites bribes d'explication, ou peut-être pas. Et voilà, et ça, c'est très autochtone. Et c'est vraiment, je pense, une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Anne, merci beaucoup. Je rappelle à tous, bon, d'abord, merci aussi de cette invitation, donc, pour les Sariakou. Peut-être qu'on reviendra vers vous. Je vous rappelle que beaucoup de tes reportages peuvent être écoutés sur France Inter. Moi, j'ai été absolument fasciné, et c'est pour ça que je voulais absolument vous présenter, Anne, par ces reportages radiophoniques qui sont absolument merveilleux, voilà, pour vous évader. Et Anne, merci encore. Merci beaucoup. Très bonne fête de fin d'année à tous. Et donc, on se retrouve écoutez, l'année prochaine. Merci Thibaut à la régie, Clémentine à la com. Merci beaucoup. Hein. Merci. À très bientôt. Et tous ensemble chez les Sariakou alors. Ça marche. Salut. Bonne soirée à vous.